Je disais, il y a plusieurs zones géographiques avec des avantages et des inconvénients. Et vraiment, ce qui est bien, ce qui est très important, c'est que il faut garder à l'esprit que, ok, on vit en France. Alors, c'est vrai que le plus naturel, c'est d'investir non seulement en France, mais dans sa propre ville, voire la région. Parce que, notamment quand on va louer en colocation, voire même en location, je ne parle même pas de Airbnb, il faut faire du suivi. Il suffit qu'il y ait un problème de fuite et si vous, vous êtes à Paris et le bien il est à Nice, bah, imaginez le temps qu'il faut. Alors, soit vous êtes censé avoir une agence qui va gérer ou des artisans sur place, encore faut-il leur faire confiance. Et ça, c'est un autre sujet parce que parfois ça peut aller très loin. Soit il faut se déplacer soi-même. Si c'est à Nice, eh ben, vous perdez peut-être 2 jours d'aller-retour parce qu'il y a une fuite. À un moment donné, c'est pas sûr que ça va être rentable. Peut-être vous perdez la rentabilité de tout le mois, la mensualité. Et si en plus vous avez une vie à côté, parce que par exemple, dans la plupart des cas, l'immobilier, c'est juste un complément. Mais si ça commence à pourrir votre vie, eh ben, il y a un problème quelque part. On est en train de perdre tout l'intérêt de la chose. Donc, théoriquement, c'est censé être dans la ville, voire dans la région. Et donc, déjà aller en province, c'est un peu compliqué en France. Mais aller encore dans un autre pays, ça peut être un challenge. Mais n'empêche, quand on est un investisseur, il faut quand même rester assez ouvert, c'est-à-dire ça va être le cas par cas, c'est une étude de cas. Et si on trouve qu'il y a intérêt à faire ailleurs, il faut le faire ailleurs. Aujourd'hui, l'immobilier en France, et ça c'est mon avis personnel, à moins que ce soit une super affaire, donc ce dont on a parlé, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine, ça devient trop compliqué. Et donc la question peut se poser par rapport aux autres pays. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients. De toute façon, les autres pays, il faut passer par une agence ou avoir la famille là-bas, avoir des gens de confiance qui vont gérer. Les grands, par exemple, les États-Unis, UK et les États-Unis, alors déjà, vous savez très bien que vous n'avez pas le problème du locataire, parce qu'il ne paye pas. Parce que le locataire, il ne paye pas, il a un mois, il va dégager. Et donc, il y a vraiment zéro souci par rapport à ça. À UK, il y a même une moyenne qui est donnée à chaque personne. Je ne sais pas comment on appelle ça techniquement, mais genre, tu veux louer, on va regarder ton historique. Tu veux prendre un crédit, on va regarder ton historique. Si tu es un mauvais payeur, si tu as un problème avec des ex-propriétaires, tu seras vraiment dans la merde. Et donc, c'est ce qui fait que les gens, ils sont très attentionnés. Si on regarde la Turquie ou Dubaï, ce sont des pays qui sont géographiquement assez proches. Dubaï, par exemple, c'est une ville d'affaires. Donc, on peut louer facilement à des gens. C'est la même chose. Les gens, le locataire, il paye annuellement. T'imagines? Il paye annuellement et en avance. Donc pour une année, tu as eu déjà un grand montant que tu peux réinvestir ailleurs et tu sais que tu n'auras pas de défaut. Et gain, si jamais il ne paye pas, il va sortir dans le mois, il n'y a aucun souci. La Turquie, il y a des programmes d'investissement, genre si tu dépasses, je crois, 250 000 euros d'investissement immobilier, sous certaines conditions, tu peux obtenir la nationalité. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant, surtout si tu veux investir dans d'autres domaines en Turquie. Et puis, il y a des villes turques qui sont juste des super villes pour l'investissement immobilier parce que c'est sur la Méditerranée, c'est quand même, c'est vraiment, c'est très beau, c'est très agréable. Et en plus, ils ne sont même pas concernés par l'histoire de la livre turque parce que le loyer se négocie d'une manière un peu corrélée à l'euro et donc on est à l'abri. Par contre, à l'achat, on peut vraiment bénéficier de la différence de taux entre l'euro et la livre qui est très avantageuse pour les Européens en ce moment. Si on prend des pays comme l'Indonésie, c'est la même chose. C'est très touristique, parce que si c'est Bali, je vous laisse imaginer en Airbnb comment ça va se passer. Et dans ces pays-là, en plus, il n'y a pas forcément la taxe foncière, la taxe d'habitation, il n'y a Il n'y pas... a pas la notion du 40 jours. Oh, je crois pas. Il n'y a pas ça, et en plus, il n'y a pas ces histoires genre, je sais pas, des histoires du genre le plafonnement de loyer. C'est-à-dire, c'est pas des pays qui sont arrivés encore au niveau de régulation qui existe en France, qui à un moment donné, ça devient un problème. Ça devient un problème. Si on regarde l'Afrique, c'est la même chose. Au Maroc, il y a des villes qui sont très touristiques, où alors l'immobilier, il est en train de flamber depuis un bon moment. Là, il y a une petite crise, mais ça reste quand même assez cher, mais toujours intéressant quand on vient avec l'euro. Mais il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de taxe d'habitation. Il y a une taxe foncière, mais c'est pas tout à fait la même chose comme ici. Et bon, voilà, il y a encore une certaine fluidité, même si je sais qu'ils sont en train de réguler, mais ça peut être une opportunité. Je pars du Maroc, encore moins des pays comme le Sénégal, comme l'Afrique subsaharienne. J'ai des amis qui sont là-bas, qui investissent là-bas. C'est vraiment, c'est plein d'opportunités. Maintenant, il faut connaître, parce que clairement, si tu n'es pas d'origine de ces pays-là, si tu n'as pas la famille là-bas,
Tu vas pas rester avec la télécommande en France et acheter et espérer que ça se passe. Il faut vraiment être sur place. Donc, j'essaie juste de dire qu'il y a plein d'opportunités. Maintenant, c'est les maths, c'est le calcul. Ah oui, et l'un des inconvénients quand on va investir à l'étranger, c'est que généralement, c'est très difficile, voire presque impossible d'obtenir un crédit. Donc, pour ceux qui sont amateurs de crédit immobilier, de l'effet levier, je sais que c'est possible. Il y a des banques françaises qui acceptent d'accompagner les investisseurs français, mais c'est très minoritaire et c'est très compliqué. La règle, c'est qu'il faut payer cash. Voilà. Donc, et de toute façon, ce qui est encore fort, parce qu'on a parlé d'investissement, c'est un point qu'on a un peu omis durant tous les petites vidéos qu'on vient de faire, c'est qu'il n'y a pas que l'investissement à titre personnel, mais on peut aussi le faire à travers la SCI ou bien à travers une SAS, ou bien il y a d'autres manières de le faire. Et notamment quand on le fait en tant que marchand de biens, c'est-à-dire ou bien en tant que SAS ou bien en tant que SCI, on a le levier de l'entreprise qu'on peut utiliser, c'est-à-dire on va payer avec l'argent de son entreprise qui provient éventuellement d'une autre entreprise à travers le système de holding, et donc on va payer avant impôt sur le revenu avant dividende, juste après l'IS et quelques frottements au niveau du holding. Et avec ça, on peut intégrer les frais de déplacement si on a besoin de faire des visites sur place, si on a des frais sur place. Et donc tout ça, ça fait qu'on peut optimiser assez, assez considérablement son investissement immobilier. Et puis par exemple, investir dans un pays, vous savez, par exemple l'Égypte, l'Égypte, Ghardaka ou bien Sharm el-Sheikh, si vous avez la chance d'investir là-bas, bah, c'est un super investissement, surtout en Airbnb. En plus, l'été et cette période estivale, c'est pas juillet et août, c'est un plaisir de partir là-bas. C'est paradisiaque de temps en temps pour vous-même ou bien pour votre famille. C'est un endroit de villégiature comme pas possible. Donc voilà, il faut voir un peu grand, il faut voir plus loin. Moi, j'aimerais bien Ouais. investir en Islande. Alors, ça a l'air un peu extrême, mais je vous assure que là-bas, pour avoir visité l'Islande et notre circuit, parce qu'il y a des circuits qui sont très connus, ce qu'on a fait, c'est on a pris un van, et donc on s'arrêtait au fur et à mesure. Genre, le soir même, on allait s'arrêter quelque part, et on allait réserver un Airbnb le jour même. Alors, on avait la chance, on n'était pas dans la saison très haute, parce que là, c'est juste impossible de trouver. Mais là-bas, il y a des Airbnb, des cottages, avec du jacuzzi, avec de très bonnes conditions, le chauffage évidemment, et ça marche super bien parce que ce sont des pays touristiques. Et en plus, en termes de fiscalité, c'est très différent. Donc, j'essaie juste de dire que, bien sûr, il faut commencer par investir là où on est, c'est-à-dire pour nous, c'est la France ou le Maroc, si c'est un pays d'origine, donc on a la famille, on a tout ce qu'il faut là-bas. Mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a des opportunités ailleurs qui peuvent être très importantes. Maintenant, il faut avoir les moyens, il faut aussi avoir l'expérience, il faut avoir les épaules. Et ça vient avec le temps. Donc voilà pour les autres pays. Mais si vous voulez compléter, sinon on peut prendre un dernier use case et peut-être finir là-dessus. Mm. On t'entend On peut pas. Ah, prendre un use case si vous voulez. tu es en mute. Tu m'entends pas? Ah Non, oui, non. pardon. Ah, J'étais en train de parler. Non, non, je disais que je serais intéressé par ton tour d'expérience M par rapport à tes vacances en Islande. Ça a l'air super. oui, oui. Pour moi, l'Islande, c'est aussi paradisiaque que les Philippines ou la mer Rouge. Ou D'accord. Maurice. Ce sont mes références en termes de destination paradisiaque, sauf que là-bas, bien sûr, c'est snorkeling et soleil. Et l'Islande, c'est soit la neige, c'est ça ce qui est beau. Tu peux vraiment la visiter deux fois, sous la neige et en été, c'est-à-dire la verdure, et tu vas voir ça différemment, comme si c'était un autre pays. Mais après, ce que tu vas voir, c'est exactement ce que tu vois dans Le Seigneur des Anneaux, parce que là, c'était l'Irlande, mais l'Irlande, l'Islande, quand il fait beau, c'est vraiment la même chose, et c'est un truc énorme. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais bon, Non, voilà. sur les géographies, je confirme que l'Indonésie, j'avais regardé un petit peu quand j'étais là-bas, et j'étais même sur le point de prendre un terrain là, dans une île paradisiaque, et c'était les prix, c'était vraiment à des prix dérisoires, hein, le mètre carré. Un morceau de terrain face à la mer sur lequel tu peux très bien imaginer un investissement en plusieurs bungalows qui vont très bien marcher. Donc, ouais, après, faut connaître quelqu'un sur place et il faut retrouver
un moyen efficient de gérer tout ça, mais sur la calculatrice, c'est une très bonne affaire. Moi, je suis des youtubeurs qui s'intéressent énormément à l'investissement immobilier aux Émirats et en Turquie. Il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus. Et parmi les avantages, par exemple, parce qu'il y avait un qui avait fait tout simplement une opération d'achat in live en Turquie, c'est que en 3 semaines, c'est réglé. Par exemple, en France, généralement, c'est 4 mois. Là-bas, c'est 3 semaines, genre si tu as l'argent aussi. Et il y a des procédures qui sont très faciles et facilitées par le gouvernement parce que le secteur de l'immobilier, c'est un secteur clé. C'est un secteur clé qui est... Et en plus, tu achètes et parfois, les intermédiaires ou bien les promoteurs, ils vont même aller jusqu'à te garantir que tu vas louer avec un certain loyer, une certaine durée. Et finalement, tu te retrouves avec du 6%, 7% facilement, et c'est garanti par le promoteur, c'est même pas par toi-même. Il y a vraiment des offres qui parfois sont tellement alléchantes que finalement, En tu te Turquie, demandes, c'est ça? en Turquie, oui, finalement, tu te Ah, très demandes si bien. c'est pas une arnaque. Ouais. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi des arnaques. Bon, après, comme partout d'ailleurs. Donc, c'est pour ça il faut toujours se faire accompagner ou bien se renseigner. D'ailleurs, il y a au moins 2 youtubeurs qui vont lancer des opérations d'achat. Ce sont des Français en Turquie et qui cherchent des gens pour participer avec eux, genre des actionnaires dans la SCI qu'ils vont créer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui se passent là-bas. D'accord. Super. Est-ce que vous avez une idée sur les prix de terrain en Indonésie? Alors Ah là, oui. L'Indonésie, alors moi, le terrain que je regardais, c'était à 15 000 euros. Il faisait combien? Bah, c'était immense en fait. C'était, ça dépassait les 200 mètres carrés facilement. C'était surtout la localisation. Euh, c'est vraiment pas cher, hein. Mais après, c'est un Et risque. la localisation, elle était top, Ouais, c'est sur la mer, à côté des bien sûr, mais cocotiers. Ouais, ouais, t'es sur mer, hein. et Ce tu qui est bien, pouvais c'est que. avoir les autorisations pour construire la maison ou bien les bungalows. Alors, ça je ne sais pas. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des bungalows juste à côté. Et des owners, c'était des Français, des Italiens. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre les procédures. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'exemple vivant juste à côté, je me suis dit que c'est faisable. Euh, D'accord. mais voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as juste à côté des projets similaires que tu vois que ça marche très bien. C'était un peu ça le modus operandi là-bas. Ils arrivent, ils construisent une villa pour eux-mêmes et à côté, ils construisent des bungalows, voire des villas à louer. Donc les mecs, ils vivent la belle vie et à côté, ils ont un revenu régulier à côté Ils ont grâce un au. revenu. Ouais. C'était principalement des retraités européens, mais pas que. Il y avait aussi des jeunes qui se sont constitués un petit capital ici en Europe et qui sont partis là-bas à l'investir. ouais. Il y avait des D'accord. digital nomads aussi. Ouais. C'est un concept. Alors, moi, je sais qu'il y a des applications, ça, tu peux le trouver facilement dans les groupes IMO sur Facebook. Je sais qu'il y avait, c'est les équivalents de Le Bon Coin, et là, tu peux voir. Sinon, j'ai une seule application que j'avais installée la dernière fois parce que je suis vraiment intéressé par Dubaï ou la Turquie. Et pour la Turquie, ça s'appelle Sahibenden, un truc du genre. Et donc là, tu peux avoir une idée sur les prix. Je peux déjà te donner une petite idée, c'est pas forcément pas du tout cher. Surtout si tu regardes Istanbul, parfois quand même, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, ça va être toujours la même chose, c'est un calcul de rentabilité. Et les paramètres qu'il faut aussi voir, c'est combien ça va te coûter in fine. Donc, je pense que là-bas, en Turquie, ce que j'ai vu avec des youtubeurs qui se disent experts dans la chose, c'est que la commission de l'agence est autour de 4%. Donc, on est loin de 10% en France. Le notaire, c'est pas la même chose qu'ici en France. En France, ça coûte quand même, c'est presque 10% de la chose. Après, il faut voir s'il y a d'autres taxes à payer, s'il y a les taxes foncières. Donc, mais bon, c'est pas du tout cher. Ça, c'était avant. C'est comme le Portugal, c'est comme l'Espagne. C'était pas du tout cher à un moment donné, mais après, tout le monde s'est mis dessus. Et donc, forcément, quand tout le monde connaît l'affaire, moi, je pense notamment à quelqu'un qui était mon intermédiaire. C'est un business manager et il est portugais D'origine. d'origine.
J'avais eu plusieurs fois une discussion avec lui parce qu'il s'intéressait énormément à l'immobilier, il investissait au Portugal. Et récemment, je l'ai appelé, je ne me rappelle plus pourquoi. C'était, je crois, dans le cadre de mon activité cabinet de conseil. Et là, il me dit, ah oui, mais moi, de toute façon, je suis plus en France, je suis retourné au Portugal. Et là, il est vraiment dans son immobilier. C'est-à-dire, il a tellement acheté, il a tellement été dans la chose qu'aujourd'hui, il ne vit que de son immobilier. Il se plaît très bien dans ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, justement, les prix commencent un peu à flamber, donc il faut encore se poser les bonnes questions par rapport à la rentabilité. Il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Comme d'hab. Ouais. Et ben sinon, s'il n'y a pas d'autre chose, on peut finir avec un use case. Ok. Ok. Alors,